Bonjour et bienvenue à la récré parentale. C'est le rendez-vous des familles et des professionnels pour répondre à toutes les questions qu'on se pose en tant que parents. Aujourd'hui, avec nos invités, on va essayer de comprendre comment se développent nos enfants et de quoi ils ont besoin pour bien grandir. On parlera psychologie des enfants, il y aura également le rendez-vous des papas. On abordera également la question juridique, quels sont les droits et les devoirs des enfants et des parents. Et oui, mais si tout ne se passe pas comme prévu, où et comment trouver de l'aide et de l'accompagnement ? Et enfin, on parlera couple et uniquement couple. On parlera intimité, proximité, communication et sexualité. Mais pour l'heure, accueillons nos invités. On sait déjà qu'à chaque âge, son évolution, et pas que pour les enfants, pour nous aussi parents. Comment se développe le cerveau des enfants ? Comment se développe-t-il physiquement ? Les besoins d'amour, de proximité, d'échange et de soins sont différents selon les âges. Les nourrissons n'ont pas les mêmes besoins que les jeunes enfants ou que les adolescents. Alors pour nous aider à mieux comprendre ces besoins et y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Jaffé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien de formation, vous avez longtemps travaillé auprès des enfants et des familles et aujourd'hui vous êtes professeur en droit de l'enfant et vice-président du comité des droits de l'enfant de l'ONU. On a également avec nous Isaline, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman de 4 enfants, vous êtes aussi créatrice digitale, vous partagez régulièrement des vidéos en famille, mais la vie n'est pas toujours aussi douce et rose qu'il n'y paraît sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. José Despart, vous êtes docteur en psychologie au SUPEA, service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et co-responsable du programme Papillon au CHUV. Qu'est-ce que c'est le programme Papillon ? Alors, c'est un programme, c'est le programme parental ambulatoire et infantile au niveau du canton. Merci. Alors, je vous remercie à tous d'être avec nous aujourd'hui. On continue avec vous. José Despart, quels sont les changements qui s'opèrent dès les premières années de vie des enfants ? Alors, c'est une période extrêmement révolutionnaire et dynamique pour le jeune enfant. C'est-à-dire qu'en quelques années, il va acquérir des tâches développementales en un temps record. Si on pense qu'il va acquérir tout simplement la parole, la motricité et surtout au niveau affectif, il va devoir aussi développer des liens d'attachement sécurisants qui va pouvoir l'aider à se projeter dans la vie pour engager des relations sociales sécurisantes. Comment se développent ces liens affectifs ? Est-ce que c'est le parent qui a un rôle principal ? Alors, les deux parents, essentiellement les parents représentent la base de sécurité pour l'enfant, c'est-à-dire que c'est toujours les adultes, on va dire. Il peut y avoir des figures substitutives parentales qui vont s'occuper de l'enfant, qui vont aussi contribuer à favoriser le lien d'attachement. Mais c'est vrai que les parents qui vont être attentifs aux besoins de l'enfant, qui vont signifier à l'enfant qu'il est toujours là et que l'enfant va pouvoir compter sur le parent, va effectivement faire que l'enfant va développer un lien d'attachement, ce qu'on dit sécure. Et ce lien sécure va lui permettre après de pouvoir se faire suffisamment confiance pour aller explorer le monde. Très tôt, on a tendance à interpréter les comportements des enfants comme des caprices ou des provocations. À quel moment est-ce qu'un enfant comprend ce qu'on lui dit ? Par exemple, quand on lui dit « ne touche pas à ça » ou « ne fais pas ça ». Alors, je pense qu'à partir de tout petit, on peut commencer à expliquer à l'enfant certaines choses. Mais juste quand vous parlez de caprice, je pense que jusqu'avant l'âge de 2 ans, on ne peut pas vraiment parler de caprice. Un enfant est en pleine période développementale. Il doit tout simplement acquérir un petit peu des limites, une connaissance du monde qu'il n'a pas du tout parce qu'il n'a pas encore la faculté de discernement. Il n'a pas, son cerveau est beaucoup trop immature pour pouvoir savoir lui-même ce à quoi il peut se référer en tant qu'interdit ou possibilité. Après, quand les enfants expriment une certaine souffrance, des pleurs, même encore, est-ce qu'on va parler de caprice ? Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a toujours un besoin chez l'enfant. Et pour le parent, il s'agira peut-être dans un premier temps d'identifier quel est le besoin de l'enfant à ce moment-là, en étant attentif aux signaux qu'il émet. Et en ce qui concerne la provocation, j'ai souvent des retours des parents, par exemple, qui me disent « je suis en train de l'engueuler et il me regarde, il est en train de rigoler lui aussi ». Alors, il y a une première réponse qu'on peut donner, c'est-à-dire que quand il rigole, depuis tout petit, l'enfant est quand même très attentif aux signaux non verbaux.
quand un parent sourit ou quand l'enfant sourit, il est habitué à ce qu'il y ait cette réponse. Mais il ne faut pas oublier que quand on gronde un enfant, ça génère aussi une situation de stress. Et sa première manière peut-être de tenter de réguler ce stress, parce qu'une des tâches développementales de l'enfant, c'est aussi d'apprendre à réguler ses émotions. Son cerveau est encore assez immature et il n'a pas encore toutes les capacités de raisonnement que l'adulte a. Alors il va tenter peut-être là de se réguler. Par contre, pour le parent, cette situation est quand même assez difficile. Elle le met dans une situation peut-être de désarroi, d'impuissance. Alors, il faut aussi que le parent quand même puisse transmettre à l'enfant d'une manière cohérente qu'il s'attend peut-être à autre chose, donc de reprendre avec du sérieux, qu'il s'attend à quelque chose de la part de l'enfant et de le lui transmettre, c'est-à-dire pour qu'il puisse quand même en saisir le sens. Et concrètement, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on arrête la discussion, c'est-à-dire ne pas monter dans les énervements, mais plutôt dire, là, à ce moment-là, j'attendais une autre réaction de ta part, maman, elle est en train ou papa est en train de te dire quelque chose de sérieux, et puis j'aimerais bien que tu me comprennes. C'est ce genre de langage. Alors, ne pas monter dans l'énervement, ça, c'est une grande tâche. Hein. C'est sûr que pour tous les parents... C'est difficile, hein. Tous les parents confirment. C'est vrai qu'il y a certaines stratégies et puis qui peuvent être très, très, très utiles. C'est-à-dire que dans une première fois, on a peut-être la difficulté de savoir comment réagir face à l'enfant. Après, on peut peut-être avoir, nous, en tant que parents, des stratégies d'anticipation qui seraient, enfin, il y a certains qui disent respire, recule et réagis. Donc, avec une certaine anticipation pour pouvoir dire à l'enfant, la fois d'après, quand je te gronde et que je te demande de ranger tes jouets ou que je te demande de t'habiller parce qu'on doit partir, de pouvoir le faire. Alors oui, évidemment, de toujours retransmettre à l'enfant ce qu'on attend de lui. Après, toute la question de se faire obéir ou bien de vraiment établir des limites, voilà, ça nécessite quand même un chapitre. On en parlera. La première fois que mon fils a rigolé quand j'ai ri avec lui, en fait, tellement c'était... Oui, parce qu'on ne s'y attend pas, en fait. Et puis finalement, c'est bien, ça détend bien l'atmosphère. Philippe, à quel moment de la vie de l'enfant on parle de responsabilité, de prise d'indépendance ou même de droit ? Peut-être pour commencer, de dire que la responsabilité, elle est avant tout parentale. Et ce sont les parents qui sont responsables de l'enfant, mais évidemment, au cours de son développement, petit, moyen, adolescent, jeune, la question est, il va prendre des responsabilités progressivement en fonction de ses capacités évolutives, sa maturation, sa capacité à gérer les événements de la vie, les liens sociaux, les relations avec les parents. Et cette responsabilité s'opère un peu sous la supervision parentale. Et ça varie énormément d'une famille à l'autre, en fonction des cultures également. Et ça dépend aussi de la capacité de l'enfant à comprendre finalement quelle est sa place et quelles sont ses responsabilités à lui dans la famille. Ouais, ça, c'est très intéressant. Je pense qu'on pourra développer un peu plus profondément cette question de savoir justement est-ce que les droits, les responsabilités des enfants sont égaux dans tous les pays ou est-ce que, je ne sais pas, dans certains pays, ils sont plus pris en considération que dans d'autres ? Alors quand on parle de droits de l'enfant, on parle d'un ensemble de droits qui découlent d'une convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui couvre beaucoup de choses. Oui. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à son autonomie progressive, le droit aussi de s'exprimer, des fois même contre l'avis de ses parents. C'est aussi un droit de pouvoir protester. Et donc ça varie énormément d'un pays à l'autre. Les modèles éducatifs changent quand même beaucoup d'un pays à l'autre. Alors par exemple, sur la question des châtiments corporels, vous savez qu'en Suisse, on peut encore, à la maison, utiliser une éducation que moi j'appellerais violente. Dans d'autres pays, c'est interdit légalement. Donc vous voyez, le droit et les pratiques parentales varient en fonction de la culture, de la tradition, mais aussi du cadre légal qu'on lui donne. D'accord. José Despart, quel rôle jouent les parents dans les premières années de vie des enfants ? Alors, je pense que pour grandir, on a besoin d'une sécurité affective. Alors, un des premiers rôles du parent, c'est d'offrir cette sécurité affective. On va parler de relations d'attachement, justement, de pouvoir montrer à l'enfant qu'il est important et qu'il a un adulte sur lequel il peut compter. Alors ça, c'est peut-être le premier rôle des parents, de pouvoir offrir cette sécurité affective.
après, bien sûr, c'est de l'accompagner dans toutes ces étapes du développement. Et puis ça, j'ai envie de dire, avec autant d'amour possible, de bienveillance possible, de l'accompagner dans toutes ces tâches développementales. Quand il y a des limites à mettre, de le faire d'abord en y donnant du sens, et puis après de pouvoir un peu, justement, l'aider peut-être à acquérir des limites pour qu'il puisse s'intégrer au mieux dans la société avec des bons codes sociaux, qui soient entendus, respectés. Voilà, c'est l'histoire d'une vie. Isaline, vous avez 4 enfants. Déjà, waouh, bravo. Quel âge ont vos enfants? Alors, ça va entre 7, 9, 11 et bientôt 13. Bravo. On entend qu'ils sont vraiment très rapprochés. Oui, comment ça se passe à la maison? C'est très animé. Il y a toujours eu plusieurs phases de développement. Voilà, je dis toujours, il y a un fragile équilibre. Des fois, on est dans une période où tout roule, en fait. On est là, waouh, c'est bien, je maîtrise ma parentalité, tout se passe bien. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de... Voilà, ils évoluent, tous à des rythmes différents. Et des fois, voilà, moi, j'apprends tous les jours à être maman. Ah ben ça, c'est sûr. J'ai appris plus de choses en 10 ans, en étant maman, qu'avant, je pense. On dit souvent que les enfants, c'est les mentors des parents. Je suis entièrement d'accord avec cette phrase. Je pense que vraiment, chaque enfant de chez moi est né pour me montrer, en tout cas moi, je ne parle pas au nom de mon mari, mais je pense aussi pour développer quelque chose en moi ou me montrer un autre chemin. Enfin, voilà, chaque enfant a sa richesse à m'apporter. Et justement, cette mise en place de la sécurité affective, est-ce que ça a été quelque chose de facile à mettre en place pour vous avec vos enfants, de la même manière avec les 4? Oui, je pense, parce qu'en fait, j'étais un peu une contrôle fric au début que j'étais maman, donc j'ai pris tous les livres de l'éducation bienveillante en me disant que j'allais faire tout juste. Donc j'ai essayé de faire tout juste, mais oui, bon, la sécurité affective, pour moi, c'est un peu, je trouve, le plus facile à mettre en place, parce que voilà, c'est facile de leur faire des câlins, surtout quand ils sont petits, de les accompagner. Je trouve que c'est maintenant que ça devient, pour moi, plus difficile. C'est l'adolescence qui est un vrai challenge, je trouve. On en parle tout de suite après. José Despart, du point de vue de l'enfant, je ne sais pas si c'est possible de répondre à cette question. C'est quoi un bon parent? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne crie jamais, qui ne s'énerve jamais? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une attitude plutôt constante, tout le temps dans la bienveillance, dans la gentillesse? En tout cas, un bon parent, ce n'est pas un parent parfait, parce que nul n'est parfait. Merci. Merci. Par contre, c'est vrai que, si on peut dire, peut-être quand il y a un enfant qui est tout petit et qui a des besoins et qui pleure, qui crie, qui a besoin d'avoir une certaine réponse, j'aurais envie de dire peut-être que parfois, les réponses, une des compétences, j'ai envie de dire, des parents, c'est de pouvoir être attentif aux signaux de l'enfant et d'y répondre dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable. On sait très bien que ce n'est pas toujours possible de répondre dans un délai raisonnable. Par contre, après, si on a été occupé pour X raisons, parce que voilà, on a plein de tâches quand on est parent à la maison, de pouvoir juste revenir et puis dans un moment de réassurance de l'enfant, voilà, c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il y ait une certaine continuité et puis que les temps on va dire, de discontinuité soient pas trop longs pour qu'après l'enfant puisse savoir qu'il y a une réponse qui va arriver. Ça, en fin de compte, c'est de pouvoir offrir une certaine stabilité en sachant que c'est pas un fil continu. Ouais. Mais tous les parents veulent être parfaits. Ils achètent tous les livres qu'il faut, mais on parle de parents suffisamment bons, c'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de fenêtre plutôt bienveillante, mais sans pouvoir atteindre la bienveillance totale. Mais l'autre chose que vous avez soulevée qui est très importante, c'est cette notion de patience et de la capacité du parent à prendre du recul et d'être curieux par rapport à ce que l'enfant lui dévoile progressivement et de s'adapter aussi en fonction de cela. À se remettre en question, en fait. Et se remettre aussi en question, bien sûr. Alors justement, si ça nous est tous arrivé, personne n'est parfait, comme vous venez de le dire. Malheureusement, on aimerait bien, mais si ça nous est arrivé de nous énerver contre nos enfants, si ça nous est arrivé de crier des fois plus fort, ce sont des erreurs que tout parent culpabilise d'avoir faites. Mais est-ce que c'est rattrapable? Est-ce qu'on se dit, il est encore petit, je vais pouvoir changer mon attitude au fur et à mesure? Ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent justement un peu plus choquer les enfants? Alors bien sûr, on ne parle pas de violence, de châtiment corporel, mais je dis plus quand on crie ou quand on s'énerve sur eux. Mais je pense qu'il n'y a pas tellement de distinction à faire. La grosse voix d'un père peut vraiment impressionner un jeune enfant et un bébé. On les voit des fois saisis et se demandent qu'est-ce qui se passe. Et ça peut laisser des traces, évidemment, pas amnésiques dans la mémoire, mais il y a quelque chose de l'ordre de la présence parentale
dans l'autorité qui peut aller des fois très loin et laisser effectivement des traces. Donc le but du parent, c'est effectivement de se remettre en question, de ne pas trop se culpabiliser non plus, parce qu'on perd tous les pédales une fois ou l'autre, même plusieurs fois, et de se faire confiance. Hein. C'est vraiment un adage qui est retransmis à travers des générations multiples de parents. Faites-vous confiance, vous pouvez déborder, on peut se rattraper, il ne faut pas se flageller, mais il faut tendre vers quelque chose qui effectivement donne cette base sécurisante à l'enfant. Cette question de ne pas se culpabiliser, je crois qu'elle est extrêmement importante parce Oh que là là, l'auto-estime de parents, elle est nécessaire Oui, pour bien pouvoir transmettre. Et je pense qu'effectivement, quand il y a des situations qui appellent un débordement, que ce soit de la part de l'enfant, enfin, quelle est la limite qu'on va mettre? Enfin, bien sûr, il n'y a aucun sévice voilà, qui est recommandable, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui va permettre, j'ai envie de dire, à l'enfant et aux parents de pouvoir se réguler? Alors, cette question, c'est beaucoup discuté actuellement, mais c'est-à-dire, c'est peut-être d'offrir un environnement sécurisant à l'enfant et parfois aux parents. Je veux dire, le simple fait de pouvoir prendre du recul, ça permet que la tension diminue et qu'on n'entre pas dans ces schémas où après on va se culpabiliser et où on sait qu'on va de toute façon déborder. Alors le simple fait de pouvoir prendre ce recul, c'est aussi donner un message à l'enfant qu'on n'a pas peur de ses émotions négatives, que ça ne va pas entraver la relation, qu'on va quand même toujours s'aimer, mais qu'il nous faut un temps tout simplement pour pouvoir s'apaiser et après se retrouver. Oui, c'est aux parents de se moduler, en fond. L'objectif, ce n'est pas de monter les tours en miroir avec des enfants, c'est le parent de prendre du recul, d'essayer dans la mesure du possible d'auto-analyser la situation et de revenir dans un autre état d'esprit pour les prochaines fois où il est confronté à des caprices ou des difficultés. Alors Isaline, comme beaucoup d'entre nous, hein, vous avez rencontré des difficultés avec vos enfants. C'est évident. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de fil à retordre? Oh là là, actuellement, ce qui se passe avec mon préado et mon adolescente, je dirais, c'est surtout tout ce qui est par rapport aux mensonges, en fait. Ouais. Quand ils sont petits, voilà, on sait qu'il y a des petits mensonges qui les construisent, etc. Ça va, ça je maîtrise maintenant, c'est bon. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je me posais la question, quels sont les mensonges qu'on peut accepter, quels sont les mensonges qu'on doit quand même relever, à quel moment c'est leur intimité, à quel moment nous, on doit venir. Enfin, toute cette petite limite qui est très floue chez moi actuellement. J'ai des cas concrets, hein, si vraiment vous voulez que je donne des exemples. Mais pour moi, là, actuellement, c'est ce qui me pose... Ouais, on parle de confiance. Tu vois, quand on parle de mensonge, pour moi, on parle aussi de la confiance entre moi et l'enfant, moi et l'adolescent. J'ai un dialogue avec eux. Je me dis, mais si tu commences à mentir pour des choses importantes, comment veux-tu que plus tard, je te fasse confiance? Enfin, voilà, c'est vraiment un... Je trouve que ça fait appel à plein de choses que je ne maîtrise vraiment pas. D'ailleurs, ça se sent que je suis complètement instable. C'est normal. Alors, Philippe, c'est inévitable le mensonge chez les ados? Et comme si moi je maîtrisais mieux. Mais... Vous avez également des ados. C'est la période. Je pense que c'est, excusez-moi, mais je pense que c'est inévitable. On en fait aussi en tant qu'adulte. C'est ce que j'essaie de montrer aussi à mes enfants. Mais c'est vraiment, vu qu'on est quand même censé être le rôle, enfin leur montrer comment ça se passe et tout. Comment on fait en tant qu'adulte, les parents? Bon, tout d'abord, il faut se dire ce que vous avez déjà dit, c'est que le mensonge fait partie du développement. Tous les enfants mentent, ils font des gros mensonges qui sont des fois assez étonnants et des petits mensonges sur lesquels on doit passer. Et puis ce qui est inquiétant, des fois, c'est certains enfants mentent à répétition ou mentent et en mentant, mentent sur des choses qui les mettent en danger ou qui mettent d'autres en danger. Alors là, on est dans un autre registre. Mais l'enfant qui ment... il le fait, et c'est le rôle du parent aussi, c'est de chercher pourquoi est-ce qu'il ment. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas fait ses devoirs? Est-ce qu'il n'était pas en ligne durant les cours à distance? Et quelle était la raison? Est-ce qu'il s'ennuyait en classe et c'est pour ça qu'il courbait? Mais le mensonge en tant que tel, ce n'est pas inquiétant. Il faut juste, encore une fois, que le parent prenne le temps d'aller farfouiller derrière les raisons de cette pratique, et puis de comprendre que le mensonge, c'est aussi une manière de se démarquer du parent. C'est une manière de dire, moi, je ne suis pas tout à fait dans le même registre que vous, et puis je suis moi-même, et puis je peux construire mon autre réalité, et puis tant pis ce que vous pensez, et puis si ça passe, tant mieux. Alors Isaline, on l'a entendu, hein, les comportements à risque, ça fait partie de l'adolescence. Est-ce que vous avez été face à certains comportements à risque de vos enfants? Comportement à risque, je dirais...
Harris, je ne sais pas si vraiment c'est Harris, mais c'est vrai que par exemple, ma fille est inscrite à la cantine et elle y va de manière je veux dire, régulière. Et il y a une fois où elle n'y est pas allée. Et bien sûr, j'ai reçu le petit message comme quoi votre fille est absente. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais elle est où Elle a séché les cours. La ouais, cantine. Elle a séché la cantine. Elle a séché la cantine. On est d'accord que c'est un petit mensonge, mais c'était un premier où je m'attendais. Voilà, elle est rentrée et je me suis dit, bon, je lui laisse la chance de me dire où elle était. Parce que, bon, bien sûr, j'ai enquêté, j'ai des copines et j'ai su où elle était. Mais quoi qu'il en soit, elle ne me l'a pas dit. Et c'est vrai que là, en tant que maman, mon monde à moi s'est effondré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait faux? Comment j'en suis arrivée là? Pourquoi? Alors elle aurait pu me dire... En fait, elle était en train de manger avec des autres copines. Les autres mamans étaient au courant. C'était moi, pas. Très innocent, en fait. C'était très innocent. Et elle m'a, après avoir discuté avec elle, elle m'a dit... En plus, j'ai passé un sale maman, parce que elle a stressé, vu qu'elle ne m'avait pas dit. Elle a dû se débrouiller pour payer sa nourriture. Enfin, il y a plein de choses qui... Elle n'a même pas profité de son mensonge à fond. Non. Et là, du coup, je me suis quand même... C'est là où est venue la discussion de comment faire confiance, en fait. Et voilà. Je pense que c'est sur cette base-là qu'il faut avoir l'échange. Et puis surtout pas tomber dans le piège d'appeler son enfant un menteur. Ah non, ça, Ou une menteuse, parce que là, c'est stigmatiser l'enfant et c'est au fond mettre un frein à son développement moral, parce qu'effectivement, lui-même ou elle-même comprend que c'est pas tout à fait juste de mentir à ses parents, ils ne se sentent pas toujours à l'aise. Non. Puis surtout pas oublier que les adultes mentent aussi, donc ils ont des bons modèles parfois, des parents aussi, sur des petites choses. Absolument. Je pense que ça va être vraiment l'idée de fin, en disant que en fait, personne n'est parfait, bien entendu, ni les parents, ni les enfants, et que le mensonge fait totalement partie de leur développement. Sauf les personnes sur ce plateau. Absolument, oui, je confirme. Merci beaucoup, Isaline, pour votre témoignage. On peut vous retrouver sur Instagram sous le pseudo de Thérèse and the Kids. Pourquoi Thérèse ? Ah, cette petite dédicace à ma grand-mère, tout simplement. C'est très sympa. Merci José Départ d'avoir été avec nous. Merci pour vos lumières. J'espère que ça aidera beaucoup de parents. Philippe Jaffé, merci pour votre intervention. On se retrouve très rapidement. Est-ce que vous avez un petit bilan sur les droits de l'enfant à faire avant qu'on conclue cette première partie d'émission ? Eh bien, sachez que les enfants ont des droits, qu'il faut les respecter et qu'en Suisse, on a encore beaucoup de chemin à faire pour instaurer une culture des droits de l'enfant. Les adultes en ont beaucoup. Il faut aussi réfléchir à comment les enfants peuvent s'épanouir dans notre société, qu'on aime beaucoup. Très beau mot de la fin. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir à l'émission sur laparentale.ch. Et maintenant, c'est le rendez-vous des papas. Bonjour Gilles Crétenant. Bonjour. Vous êtes coordinateur en Suisse romande du programme MenCare et vous portez ici la voix des papas. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, comment est perçu le développement psychologique des enfants du point de vue des papas ? Ouh là là, une grande question. Oui, hein ? Est-ce que c'est vraiment une question que les papas se posent ? Alors, je dirais que je rencontre depuis 6 ans maintenant en Suisse romande des futurs papas, des papas qui vont l'être dans quelques semaines ou quelques mois, ou des jeunes papas qui viennent d'être papas. Et c'est vrai que la question du développement de l'enfant, pour eux, elle est quand même pas mal basée sur l'interrelation qu'ils vont avoir avec ce petit bébé. Est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer avec lui, échanger, discuter ? Et ça, c'est vrai que c'est un des éléments qui ressort assez régulièrement. D'accord. Est-ce qu'on se sent mis de côté dans les premiers jours, dans les premiers mois de vie de l'enfant ? Est-ce qu'on se sent moins important en tant que papa ? Parce que forcément, on ne lui donne pas le sein, on ne l'a pas porté. Donc, comment est-ce que... Oui, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, la place du père, le rôle du père. Évidemment que physiologiquement, c'est la maman qui porte l'enfant, qui l'allaite si elle le souhaite et qui l'accouche. Et c'est clair que l'homme, lui, se positionne comme partenaire et il est avec. Et souvent, jusqu'à maintenant, il était en soutien. Et ce qui évolue dans ces nouvelles générations d'hommes que je rencontre maintenant, c'est qu'ils n'ont plus envie simplement d'être en soutien, mais ils ont envie de créer une relation à deux avec l'enfant, sans passer par la mère. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent plus de la mère, bien entendu, mais ils veulent aussi construire quelque chose en relation directement avec l'enfant et s'investir donc émotionnellement. Et ça, c'est assez nouveau. Ah, et c'est beau en plus. On est tellement content que ça change de ce côté positif, en fait. Comment faire, du coup, pour que le papa puisse intégrer en fait, cette trilogie familiale plus rapidement ?
C'est un vrai enjeu parce qu'on a un monde qui est féminisé autour du care, du soin, de la naissance et de la famille. Et donc, comment faire pour tout d'un coup intégrer plus et différemment ces hommes qui souhaitent être de la partie beaucoup plus. Et c'est vrai que les professionnels, notamment de la périnatalité, je dirais dans les maternités, tous ces professionnels qui travaillent, ont eu et ont appris beaucoup sur la dyade, la fusion mère-enfant, et ont peut-être pas encore assez de connaissances sur cette fameuse triade, sur le lien que l'enfant peut créer avec chacun des deux personnes de référence qu'il aura, on va dire ses deux parents, ce soit un papa, une maman ou bien d'autres parents. Donc c'est un vrai enjeu pour ces professionnels de dire, moi, dans le quotidien, au lieu d'avoir un homme ou un père qui est là, j'aimerais qu'il soit avec. Oui. Et comment faire pour l'intégrer et être dans l'écoute de ses propres besoins à lui en tant que père, en tant que partenaire de la maman. Oh, c'est magnifique. Alors voilà, parfait. Je vous remercie beaucoup de porter la voix des papas. Nous, on se retrouve bientôt à la prochaine émission. C'était court mais intense. On aura l'occasion de développer un peu plus ce sujet au niveau des papas. On va s'intéresser maintenant au cadre juridique qui régit les familles en Suisse romande et parallèlement aux accompagnements qui sont proposés pour épauler les parents. Qui sont-ils et quels services offrent-ils? C'est notre rendez-vous info et conseil juridique. On aimerait bien, mais tout n'est pas toujours tout simple dans la vie familiale. Et puis on a une multitude de questions, parfois évidentes, parfois plus complexes, mais on ne sait pas toujours à qui les poser. On peut se poser des questions d'ordre juridique. Par exemple, est-ce que mon enfant de 15 ans a le droit de se faire tatouer sans ma permission? Est-ce que mon enfant mineur a le droit de changer de domicile familial sans mon consentement? On peut se poser aussi des questions d'ordre plus général sur l'éducation. Est-ce que mon enfant a un comportement normal à son âge? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Et puis surtout, à qui je peux demander des conseils en matière d'éducation sans prendre le risque qu'on m'enlève mes enfants? Pour en parler avec nous aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons Bernard Marchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fondation Carrefour à Neuchâtel et vous êtes venu avec Ulysse Garcia Breguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'équipe et intervenant AMO depuis de longues années. Alors je l'ai été, je le suis plus et responsable d'équipe. Ah, c'est comme à ça. la Alors, Jacques. j'ai pas les bonnes infos. Désolé. Pas de souci. On a avec nous également Maître Anne Reiser. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes avocate spécialisée dans le droit de la famille. Vous exercez à Genève. C'est ça. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Maître Reiser, on souhaite avec vous connaître le cadre juridique qui régit les familles en Suisse. On a vu tout à l'heure avec notre professeur Philippe Jaffé que les enfants ont des droits. Mais ont-ils aussi des devoirs vis-à-vis des parents ? Ah oui, bien sûr, hein, bien sûr. On n'a pas beaucoup de dispositions légales. Tout se trouve dans le Code civil et puis dans la Constitution fédérale, fondamentalement. Les droits et devoirs qui découlent des obligations, enfin, qui découlent de la famille, sont exposés dans le Code civil. Fondamentalement, la norme phare, c'est l'article 272 du Code civil, ça vous dit rien, mais Non. qui dit que J'acquiesce, mais non. le père, la mère et l'enfant se doivent mutuellement les égards, le respect et l'aide qu'exige l'intérêt de la famille. Et c'est vraiment une norme phare dont qui est déclinée finalement tout au long du cursus familial et puis à l'aune de laquelle on va regarder comment est-ce qu'on peut adapter les circonstances, finalement, les droits et devoirs de chacun aux circonstances plutôt. Dès que l'enfant grandit et qu'il gagne en capacité de discernement, alors on l'associe un petit peu plus aux décisions qu'il concerne. Fondamentalement, c'est ça le Code civil. Ok, d'accord. Et puis, les parents, est-ce qu'ils ont des droits définis et des devoirs par rapport à leurs enfants? Le devoir d'hébergement, le devoir de protection, par exemple? Oui, c'est aussi dans le Code civil que c'est indiqué. Le problème, c'est qu'en fait, le droit est assez pauvre. Il est devenu très pauvre. Le cadre légal, le Code civil de 1912 a énormément évolué. Et il y a très peu de normes qui fixent véritablement les droits et devoirs qui découlent du fait d'être parent. Oui. Fondamentalement, en principe, dès qu'on est parent, on a des droits, notamment des droits d'être informé, des droits d'être consulté, qu'on ait ou non l'autorité parentale, c'est-à-dire le droit de prendre des grandes décisions importantes pour l'enfant, et qu'on ait ou non la garde de l'enfant. Mais si on fait des grandes catégories, il y a quoi? Il y a le devoir de protéger l'enfant et de favoriser son développement sur tous les plans, et de lui assurer une instruction jusqu'à ce qu'il soit autonome. Il y a le devoir de contribuer à son entretien, le devoir de le
protéger. Et puis, le problème, évidemment, c'est le devoir de lui accorder sa liberté et de le pousser vers l'autonomie dès qu'il commence à être capable de discernement. Et alors là, je vous dis, les jurisprudences sont abondantes. D'accord. Bon, je vous remercie pour cette réponse complexe. J'ai plus l'impression que c'est vraiment du cas par cas en général. Quand on arrive à un stade juridique, on regarde vraiment au cas par cas lorsqu'on doit prendre des décisions. On ne va pas se dire, tiens, il est mineur, c'est à ses parents de prendre la décision. Fondamentalement, le gros problème auquel on est confronté, vous mettez le doigt sur le problème, hein, c'est qu'on a un ensemble de lois qui a été petit à petit appauvri, finalement. Règne l'autonomie familiale. Dès qu'on est parent, on doit décider ensemble ce qui correspond au bien de l'enfant. Le bien de l'enfant n'est pas défini par la loi. Alors là, vous voyez, du coup, on entre dans le cas par cas. Et puis, effectivement, l'assistance qui est donnée aux parents est limitée dès l'instant où l'enfant est capable de discernement. Ce qui veut dire qu'on a une tranche d'âge à peu près entre 12 et 18 ans. Au cours de laquelle, finalement, l'enfant est privé de la protection de ses parents si les parents ne sont pas d'accord à son sujet. Et souvent, il est aussi privé de la protection de l'État parce que l'État ne va pas forcer un enfant à agir d'une manière qui pourrait violer ses droits de la personnalité. Donc, il y a beaucoup de boulot pour vous. C'est ce que j'allais dire. Justement, quand ça ne va pas forcément très bien, c'est vous qui intervenez. Bernard Marchand, la Fondation Carrefour fait un travail formidable d'accompagnement auprès des familles. Qui accompagnez-vous et de quelle manière ? Alors, nous avons plusieurs types d'accompagnement, plusieurs types de prestations au sein de la Fondation Carrefour. La prestation phare, je dirais le navire amiral de la Fondation, c'est l'AEMO, Action éducative en milieu ouvert. Dans le social, on est très fort pour les acronymes. Et puis, depuis 2019, nous avons eu la possibilité de développer 2 nouvelles prestations qui s'adressent alors évidemment aux familles et à leurs enfants, qui s'appelle Action et soutien ambulatoire pour l'enfant et sa famille, qui est une prestation que Ulysse gère, avec une équipe d'éducateurs, des psychologues et des maîtresses socioprofessionnelles, de manière à pouvoir mettre les besoins de l'enfant au centre et de soutenir également la pratique de la parentalité qui, on l'a entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, n'est pas une pratique facile. Oui. De laisser la place à chacun de pouvoir s'exprimer. Est-ce que c'est un service gratuit ce que vous proposez ? Alors, la plupart des services sont offerts à la population, puisque les éducateurs qui sont engagés à la Fondation Carrefour et éducatrices sont payés. Donc la Fondation Carrefour existe depuis plus de 50 ans et est soumise à un contrat de prestation avec l'État de Neuchâtel. Et la décision du canton de Neuchâtel, que je salue, est d'offrir cette prestation afin qu'il n'y ait pas de difficultés financières à pouvoir s'approcher de nous. Absolument, on salue également parce que ça peut venir vraiment en aide à beaucoup de familles. En Suisse, sachez qu'il y a beaucoup d'institutions, d'organisations qui, comme la Fondation Carrefour, font un excellent travail d'accompagnement. Pour comprendre comment ça se passe concrètement sur le terrain, nous avons suivi l'une de ces institutions. C'est un reportage de Yannick Turin. La VASAD, c'est l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile. Alors c'est vrai que c'est plus connu sous le nom de CMS, puisqu'ils sont partout dans le canton. Et en fait, c'est la fêtière cantonale qui rassemble tous les CMS du canton de Vaud. Le CMS, il est souvent identifié pour les personnes âgées et pourtant, dans les CMS sont aussi intégrées les infirmières petite enfance qui, elles, vont voir les familles avec des enfants qui viennent de naître jusqu'à l'entrée à l'école. Alors, les infirmières petite enfance reçoivent l'avis de naissance des maternités et comme ça, elles peuvent prendre contact avec les parents. Et puis, autour de 3 semaines, on s'assure qu'il y a toujours la sage-femme. Et si elle est là, on la laisse terminer. Et si elle a déjà terminé son suivi, eh bien, l'infirmière propose aux parents une visite à domicile pour présenter les prestations et voir en quoi les infirmières petite enfance peuvent être à disposition des parents jusqu'à 4 ans, l'âge de l'entrée à l'école. Bonjour.
allez-vous? Ça va vous? Oui, bien. Depuis la dernière fois. Ah. Hey, mais Nathan! T'es prêt à manger. Pour nous, elle représente une aide morale, on va dire mentale, enfin psychique, puis aussi une aide pour Nathan, pour savoir ce dont il a besoin, ce à quoi on ne penserait pas forcément. Elle nous a beaucoup soutenus à des moments où on n'était pas sûr de nous, à des moments où on ne savait pas trop comment agir, à des moments où on avait pas mal de questionnements. Elle venait un peu quand elle pouvait, mais c'était très agréable qu'elle soit là pour nous. On a rencontré plusieurs problématiques, surtout au fait que notre fils il a pas mal de reflux depuis qu'il est petit. C'est vrai que en fait il a pas mal vomi. On avait aussi des questions par rapport à ça en tant que parent. C'est toujours impressionnant de voir en fait son fils vomir à des moments, des fois, un peu, voilà. Et donc, des fois, on n'a pas envie de solliciter des aides extérieures, mais c'est vrai que là, ça fait du bien aussi de parler aussi à quelqu'un de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on est très souvent enfermé dans sa propre sphère parce qu'on est maman, papa, les grands-parents, qui ont aussi eu leur petite expérience. Alors c'est vrai qu'il y a une relation parent-enfant et puis médecin, infirmière qui est, je pense, assez important. À force avec le temps, et ça se voit qu'on voit des améliorations surtout venir avec lui avec le temps. Alors les familles font appel à la VASAD pour toutes sortes de questions, surtout en lien avec l'alimentation. L'allaitement, à quel âge on peut commencer à donner certaines choses, à quel âge on commence l'alimentation à la cuillère, est-ce qu'on peut donner du lait de vache, etc., etc. Et puis beaucoup autour du sommeil. Le sommeil, c'est vraiment la difficulté, l'enfant qui a de la peine à s'endormir, l'enfant qui se réveille 3-4 fois par nuit, ça pleure, ça crie, on ne sait plus comment faire. Là, on a beaucoup de questions. Je trouve que cette question, c'est vraiment important de s'y attarder parce que ça génère de la fatigue et on a vraiment besoin de prendre ça au sérieux. Et en général, on propose une visite à domicile quand on aborde ces questions parce que c'est complexe et ça mérite qu'on aille jusqu'au bout des choses. Les parents peuvent faire appel aussi souvent qu'ils ont besoin à l'infirmière petite enfance. C'est des prestations qui sont gratuites, c'est vraiment mis à disposition des parents pour que, quand ils ont des préoccupations, des questions, des choses qui les titillent, eh bien, ils peuvent prendre contact avec l'infirmière petite enfance et poser les questions. C'est gratuit, c'est proposé par la Direction générale de la santé. Au revoir. À bientôt. Ulysse, on l'a vu dans le reportage, donc on a des personnes qui viennent chez les parents pour les aider. C'est un petit peu aussi ce que vous faites. Tout à fait. Donc vous proposez justement, Monsieur Marchand l'a expliqué tout à l'heure, l'AMO. C'est l'action éducative en milieu ouvert. Ça existe aussi dans tous les cantons. Comment ça se présente chez vous ? Alors, ça se présente d'une manière assez similaire sur certains points aux autres cantons, c'est-à-dire que l'action éducative en milieu ouvert, c'est, si je simplifie, des éducateurs, des éducatrices qui se rendent au domicile. On peut aussi recevoir des fois les gens, les parents et les enfants dans nos bureaux quand c'est approprié. Et l'idée générale, en tout cas, de l'ambulatoire, c'est d'aller à la rencontre simplement des gens dans leur milieu. On a beaucoup d'idées préconçues. Parfois, on s'imagine que l'intervenant va avoir des solutions magiques, qu'il va venir donner plein d'astuces, On aimerait bien. C'est ce qu'on souhaite. Mais l'idée de base, quel que soit le service chez nous, je dirais que c'est déjà d'aller à la rencontre et de faire un projet commun. Ce qu'on entend par projet commun, c'est d'entendre quels sont les besoins des parents, également de l'enfant, et de faire du sur-mesure. Et c'est là où ça peut prendre peut-être des fois un petit peu plus de temps. Et on intervient plutôt sur du long terme. On ne fait pas du sensationnel. Et c'est plutôt vraiment quand je dis sur-mesure, c'est d'aller concrètement voir ce qui est le besoin du parent et de l'enfant à ce moment-là, comment on y répond, qu'est-ce qui va bien aussi, qu'est-ce qui doit être soutenu.
C'est un petit peu global, mais après ça se concrétise par des objectifs de travail qu'on reprend de semaine en semaine, d'intervention en intervention, et on fait des points de situation réguliers. Et c'est un soutien tout à fait nécessaire. Vous trouverez peut-être- une liste... Pardon, excusez-moi. J'ajoute peut-être que l'important pour nous, c'est de mettre l'enfant au centre, les besoins de l'enfant au centre, et de considérer les parents comme experts de leur enfant. Voilà, on n'arrive pas de l'extérieur en ayant une connaissance universelle. C'est que vraiment vous prenez en compte tout ce qui se passe, la culture, la tradition, les normes familiales, etc. Oui. Et ça, c'est d'autant plus beau. Vous trouverez d'ailleurs une liste d'organisations proposant l'AMO sur notre site internet. N'hésitez pas à le consulter, c'est laparental.ch. Et quand on se trouve au pied du mur, il existe aussi le recours juridique. Maître Reiser, c'est récurrent, les conflits intrafamiliaux entre les parents et les enfants ? C'est très fréquent, oui. Oui, hélas. Enfin, je dirais hélas, non. Ça fait partie de la vie, finalement. Hein. La vie, c'est une succession de négociations. Ma limite, c'est ça, la tienne, c'est ça. Bon, ben voilà, un petit peu d'intimité. Et puis l'intimité, c'est souvent des frictions, donc ça peut être des conflits. La difficulté, et c'est pour ça que je trouve formidable, comme vous parlez, en fait, de votre intervention, la difficulté, c'est la connotation négative qu'on attache au conflit, qui fait que tout à coup, tout le monde monte en symétrie, alors que on pourrait être divergent et apprendre à négocier la différence, ce qui permet l'autonomisation et puis ce qui permet l'aide, l'égard, le respect qu'exige l'intérêt de la famille. Hein. Mais oui, c'est fréquent. C'est fréquent. Ça se traduit en général de manière très aiguë dans des moments où il y a des transitions familiales, des déménagements, des séparations, des deuils. C'est là où on pourrait donner un conseil en disant peut-être attendez avant d'arriver à un certain niveau justement de friction familiale, avant de prendre des décisions. Je dirais plutôt attendez avant de prendre des décisions. Lorsqu'on n'arrive plus à s'entendre parce qu'on est incapable de s'écouter, parce qu'on monte en symétrie, ça vaut la peine d'avoir un tiers qui vient. Et puis qui nous aide à nous écouter pour qu'on puisse en fait remettre un petit peu de calme dans les relations. Souvent, quand les émotions sont aux prises, on est incapable de faire du sens. Et puis on est vite dans des conflits qui ne sont pas forcément... comment est-ce que je peux dire ça ? Ces conflits, en réalité, expriment tout autre chose que ce qui est dit. Et puis, tout autre chose qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser. Et le fait d'avoir un tiers, ça peut aider énormément. Ça peut juste régler. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Maître Reiser, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Et maintenant, on va parler du couple. Pour qu'un enfant ait un développement psychologique sain, il faut une relation saine entre ses parents. Quand on a décidé d'avoir des enfants avec quelqu'un, on reste lié tout au long de la vie de l'enfant avec cette personne. Alors autant faire que ça se passe bien. Elle est consultante de couple et sexologue chez Profa. Elle est douce, ouverte et bienveillante. Et surtout, elle est avec nous, c'est Isabella Redmer. Bonjour. Bonjour Katharina. C'est notre rendez-vous couple. On va aborder aujourd'hui 3 points dans la construction d'une relation saine, à commencer par la communication. Isabella, on entend souvent dire l'essentiel dans un couple, c'est la communication. C'est un peu une phrase clé. Hein. C'est pas toujours facile de communiquer avec son partenaire, de lui dire ce qu'on ressent, surtout quand on n'a pas forcément appris à le faire ou que dans notre culture, ça ne se fait pas forcément. Alors du coup, comment on fait pour établir une communication respectueuse et honnête ? Alors tout d'abord, j'ai envie de dire que la communication s'apprend à toute étape de la vie et à tout âge du couple et de la personne. Qu'est-ce que ça signifie apprendre à communiquer de manière ouverte, au fond, propice à des liens proches, de proximité et constructifs? Pour moi, il y a 2 dimensions qui sont extrêmement importantes. La première, c'est essayer de vraiment comprendre les besoins qui sont en amont de l'envie de communiquer, de transmettre, partager avec l'autre. Et l'autre dimension, c'est la dimension plus, je dirais, technique, où il y a des petites astuces qui aident grandement, donc c'est la forme qu'on choisira pour communiquer, qui aide grandement à avoir une communication plus ouverte. D'accord. Mais du coup, comme par exemple... on a un problème dans son couple et qu'on n'ose pas le dire à son partenaire parce qu'on a peur de le froisser ou parce que c'est trop intime pour nous de nous ouvrir à ce point-là, même si c'est notre partenaire de vie. Comment on fait ? Vous avez des petites astuces à nous donner pour ça ?
Alors peut-être la première chose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a cette crainte de parler à l'autre. Sans doute, c'est une crainte qui a des racines plutôt anciennes, peut-être pas nécessairement dans cette relation-là. Et que si la confiance est suffisante dans cette relation, et on peut estimer que dans la majorité des situations, c'est bien le cas, peut-être de juste nommer la crainte. J'ai quelque chose d'important à te dire, j'ai un peu peur aussi de te le dire. Donc de parler des émotions, de dévoiler en quelque sorte son univers, ça c'est la première chose. Et la deuxième, celle qui est peut-être plus technique, de dire écoute, est-ce que tu es disponible maintenant? J'aimerais qu'on prenne le temps et de se préparer, pourquoi pas. Et globalement, quand les personnes s'expriment en jeu, je souhaite te transmettre quelque chose d'important, l'autre personne, je dis toujours, elle est toujours intelligente, c'est-à-dire qu'elle écoute. Quand on est parent, la communication duo passe à la communication trio. Est-ce que, ça c'est une question que beaucoup de parents se posent, est-ce qu'on doit toujours être d'accord avec l'autre parent devant les enfants? Ok. Je dirais que ce qui est important, c'est d'éviter les disputes concernant les sujets d'éducation devant les parents, si possible. Et lorsqu'on n'arrive pas à éviter ceci, parce que c'est humain, de se pardonner, et de pardonner l'autre, et de revenir de ce moment un peu où les choses ont glissé, c'est OK. Ça, c'est la première chose. De manière générale, j'ai envie de dire que les parents qui sont un peu en désaccord, ou en tout cas qui peuvent montrer leur désaccord en sécurité, avec cette communication respectueuse si possible, la plupart des fois, ce sont des signaux pour l'enfant très positifs, parce que l'enfant va pouvoir aussi trouver sa propre place. Il n'y a pas un groupe comme ça monolithique, où l'enfant ne peut qu'adhérer au fond ou rejeter. Donc lui-même pourra trouver sa propre couleur parmi les idées et les différences des parents. Donc c'est très très sain, en fait, d'amener un débat de coparentalité. Puis il apprend aussi justement à communiquer. Et l'enfant apprend à communiquer, à gérer le désaccord éventuel, à gérer les différences, surtout qui sont de facto là, dans la rencontre, et plein de choses positives pour lui. Ouais. Alors, vous faites une différence entre le couple parental et le couple amoureux. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le couple parental, c'est le couple, en tout cas la relation parentale est la relation qui va se concentrer sur effectivement la sécurité des enfants, le bon développement, le bien-être des enfants, l'éducation. Et le couple, la relation amoureuse va plutôt exclure les enfants du scénario. Donc elle va plutôt s'intéresser, en tout cas mettre au centre l'intimité, la sexualité, les partages aussi sur des choses plus importantes et profondes qui sont des partages d'adultes. D'accord, ça c'est magnifique, j'aime bien cette distinction justement entre les deux couples. Sur le couple amoureux et le couple parental, du coup on peut être un couple parental sans être ensemble. En amour ? C'est ça que vous voulez dire ? Tout à fait. Oui. Alors tout à fait, c'est le cas de nombreux parents qui ont vécu l'expérience de la séparation. Ils restent parents à vie. En même temps, peut-être qu'il n'y a plus ce lien amoureux qui les unit. Les couples qui sont ensemble et qui sont aussi parents, des fois, les deux relations évoluent en parallèle, c'est-à-dire qu'il suffit d'être très amoureux, que la parentalité va de soi, tout se passe bien, ou dans l'autre sens aussi, la parentalité se déroule bien, donc on est proche aussi au niveau intime. Parfois, ces deux aspects de la relation n'évoluent pas au même rythme, voilà. Pour conclure avec vous et justement sur la relation parentale, est-ce que vous pouvez nous proposer un exercice à faire avec son partenaire à la maison, comme ça, pour nous exercer ? Très bien. Alors, pour la relation parentale, oui, peut-être que quand on a très envie, dans le feu de l'action, de dire à l'autre, écoute, c'est pas comme ça que je pense qu'il faut faire pour bien faire, mais peut-être de faire l'exercice, une fois faire l'expérience, de se retenir, de prendre ce recul, et puis de prendre rendez-vous avec son ou sa partenaire pour en parler en absence de l'enfant. Ça, c'est quelque chose de très concret. Quand on est ensemble en absence de l'enfant, c'est possible de s'asseoir en face à face, par exemple, et puis choisir un moment qui convient à tous les deux, et puis de dire ce qu'on avait vraiment sur le cœur à ce moment-là. Ça, c'est pour la communication, c'est ça ? C'est simplement de se retrouver sans les enfants et de se dire les choses profondément, des choses qu'on n'a pas forcément partagées avant. Exactement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ok, d'accord. Vous avez un dernier petit conseil à nous donner avant qu'on se quitte ?
Je dirais peut-être que, comment dire, souvent le passage à la parentalité, le passage de 2 à 3 ou ensuite à 4 à 5, selon le nombre d'enfants dans une famille, est considéré comme un passage par de nombreux parents sensibles. Et puis c'est vrai que ça laisse en remaniement général hein, des rôles de chacun et chacune. Donc j'ai envie de dire, pas de pression. Voilà, chaque chose en son temps. Et quelque part d'accepter que les priorités peuvent changer de manière temporaire et de garder en contact émotionnel et une connexion émotionnelle si possible tout au long de la grossesse et des premières étapes de la vie de l'enfant. Merci beaucoup Isabella pour vos précieux conseils et pour ces exercices. Si jamais vous décidez de faire ces exercices, donnez-nous des feedbacks. Vous pouvez nous retrouver et retrouver d'ailleurs toute l'émission sur le site internet ou les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour parler de la séparation. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et à bientôt.